Très bien. Alors, nous allons reprendre. Donc, on va commencer la deuxième session de cet après-midi, qui est donc consacrée à la table ronde des partenaires de la chaire. Et je donne la parole à Chantal Monvoy, qui est déléguée générale de la Fondation AgroParisTech. Merci Chantal. Bien, bon, bonjour à toutes et tous. Et donc cette table ronde, pardon, à cause des normes sanitaires, ça va être une table un peu carrée et même avec des coins et des étapes. Comme on ne peut pas être très nombreux à la tribune, je vais vous appeler par groupe. Et donc dans un premier temps, on va commencer avec le point de vue de partenaires académiques et avec Compta Durable. Alors, je suis donc en effet déléguée générale de la Fondation AgroParisTech. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'une fondation reconnue d'utilité publique fait dans le champ de la compta écologique? Eh bien, elle est là pour accompagner AgroParisTech, cette fondation, dans tous les projets et programmes que nous portons qui ont la capacité de produire des outils, des services, des avancées techniques et scientifiques au service de l'intérêt général. Des petits projets, et encore qu'il n'y a pas de petits projets face aux grands défis auxquels nous devons être confrontés, projets qui sont apportés par les étudiants, par les enseignants-chercheurs, par les alumni, et puis des grands programmes structurants tels que les chaires. Cette chaire compta écologique est un des plus beaux fleurons de nos chaires partenariales, et nous en avons 6 au total. Pourquoi cette fondation est là? Pour permettre à AgroParisTech de développer cette capacité de produire au service de l'intérêt général. Parce que nous sommes convaincus, et vous aussi j'en suis sûre, qu'être expert, ça ne suffit plus. Et qu'il faut avoir, comme on dit, la tête experte, les pieds sur terre et le cœur chaud. Donc nous portons, c'est-à-dire nous accompagnons, nous aidons à définir les projets, à monter les partenariats, le mécénat notamment, et puis accompagner la gestion au quotidien. Et je pense que la démonstration qu'on a eue aujourd'hui de tous ces échanges est extrêmement encourageante sur notre capacité à travailler en partenariat avec un grand nombre d'acteurs autour de nous. On a entendu des avancées, des outils, des progrès scientifiques sur la question de la compréhension de la compta écologique, avec la répercussion directe sur la production d'expertise et de talent, pour que demain tout cela fasse sens et prenne corps opérationnellement. Bref, un vrai chemin qui est en train de se tracer avec vous tous. Alors bien sûr, tout cela se fait avec les partenaires et les acteurs qui travaillent avec nous dans cette chaire partenariale, qui cheminent au quotidien avec nous. Et vous êtes nombreux, Aurélien le disait au début tout à l'heure, on est 13 partenaires, 14 avec la Fondation, si je m'inclus dans le tour de table, et puis de nombreux acteurs qui s'allient à des projets de la chaire. Et je peux vous dire, pour avoir préparé et rencontré les uns les autres, que tous les partenaires assemblés autour de cette chaire partenariale, ils ont la tête experte, c'est sûr, les pieds sur terre, il n'y a pas de doute, et le cœur chaud, je suis absolument convaincue. Donc on est fait pour s'entendre. Et en effet, l'aventure de cette chaire a commencé en 2016 et probablement bien avant, dans les discussions informelles qu'il y avait pu y avoir entre experts. La chaire a vraiment démarré en 2018. Il a fallu tant d'années pour apprendre à se comprendre, à se faire confiance, à comprendre le sens des mots de part et d'autre, et puis co-construire entre acteurs complémentaires tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui et qui, pour certains partenaires, ne s'étaient même jamais croisés. Ce qui est une superbe performance, et j'espère que cette réussite peut aussi inspirer en termes de modèle partenarial pour d'autres domaines, pouvoir avancer sur des sujets compliqués que chacun ne sait pas définir seul dans son coin. Alors aujourd'hui, on est exactement à mi-chemin de cette chaire, 2 ans et demi sur les 5 ans qu'on s'est donné pour cette première phase. Le bon moment pour se poser, pour se demander si on est fier des résultats aussi. Et puis tout bêtement, si on a envie de continuer ensemble. Donc cette table ronde carrée à étapes est importante pour pouvoir faire le point entre nous tous. Et dans un premier temps, donc, nous avons avec nous Hervé Bégaud en visio, Frédéric Desjean en visio aussi, et Franck-Dominique Vivien. Donc, Hervé Bégaud, vous êtes de formation expert comptable. Après une longue expérience du monde des entreprises, vous avez fondé en 2011 le cabinet Compta Durable, dont vous êtes président. Vous êtes élu au Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Rien ne vous passionne plus que de faire évoluer les normes comptables pour réconcilier l'analyse financière avec les objectifs de développement durable. Vous êtes inscrit au tableau de l'Ordre de Paris-Île-de-France et vous présidez le Cercle des experts comptables environnementaux et sociaux. Merci d'être là en visio.
Frédéric Desjean, merci d'être là malgré les circonstances. Donc vous êtes professeur en management à l'Université Paris-Dauphine, responsable en formation continue du Master en développement durable et organisation. Et vous venez de créer une formation certifiante sur le sujet de l'information extra-financière en collaboration avec Hervé. Et puis Franck-Dominique Vivien, eh bien, vous êtes économiste français, docteur en sciences économiques. En 1992, vous intégrez l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, où vous êtes aujourd'hui professeur d'économie et directeur adjoint du laboratoire Regard, le laboratoire d'économie et de gestion de cette université. Alors, ma première question, ce sera pour Hervé, pour faire un point un peu particulier sur Compta Durable. Et Hervé, je voulais vous demander que, en fait, de dire le nom de votre cabinet dit déjà toute votre motivation et votre énergie à faire avancer, émerger ces questions qui sont traitées dans le cadre de la chaire. Dites-nous votre histoire et puis la façon dont vous avez vécu l'entrée dans la chaire Compta écologique. D'abord, merci beaucoup Chantal pour tous ces mots et merci à tous. Donc, désolé, j'aurais vraiment aimé être présent physiquement, mais le contexte, comme tu l'as dit, Chantal, est compliqué en ce moment et donc je suis moi-même en déplacement à Lyon. Écoutez, le sujet, comme vous le savez tous, hein, est vaste, complexe. Il est long, donc moi, effectivement, il y a une dizaine d'années maintenant, le temps passe aussi vite. J'ai eu cette immense chance de rencontrer Jacques Richard sur son projet de comptabilité environnementale et ensuite ces nombreux échanges extrêmement enrichissants avec Alexandre Rambaud et puis évidemment cette aventure formidable ensuite jusqu'à cette réalisation en 2018. Hein, c'était vraiment un moment important et un moment extrêmement motivant. Donc, oui, je suis pleinement impliqué avec toute mon énergie. L'initiative Compta Durable, je l'ai lancée au début, hein, sans trop savoir. Et quand on lance un cabinet, j'en parle souvent avec mes confrères, on a un métier où généralement, quand on se lance, tout va bien. Les choses, voilà, c'est pas compliqué normalement de faire du chiffre d'affaires, de bien vivre de son activité. Et nous, le sujet auquel on s'attaque là aujourd'hui, c'est un sujet où il faut effectivement, et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, il faut de la motivation, il faut de l'énergie, parce qu'il n'est pas simple. En tout cas, je suis ravi de cette aventure. Et je suppose, Chantal, qu'on parlera aussi de la suite, mais j'ai de rejoindre comme ça des acteurs mobilisés, des acteurs institutionnels, les entreprises, et je salue évidemment l'Ordre des experts comptables de Paris qui et son président, hein, Laurent Benoudis, et je crois aussi que mon remplaçant au comité RSE du Conseil régional de Paris-Île-de-France est présent, Jean-François Cotin, que je salue aussi, parce que ce n'est pas évident pour une institution comme ça hein, de s'impliquer sur un sujet qui n'est pas mûr, qui a encore un chantier, mais assez spontanément, le Conseil a validé cette entrée de l'ordre et c'est vraiment quelque chose de très important qui donne aussi le là. Hein. Donc, aujourd'hui, le CSO prend la suite et j'en suis ravi. Ce n'est pas terminé, il y a encore pas mal de combats à mener, même en interne. Hein. Je le vis encore au quotidien. Mais tout ça va dans le bon sens et je tenais à saluer évidemment l'ensemble des autres partenaires, hein, LVMH, évidemment la Caisse des dépôts, Vertigolab, enfin, je vais sans doute en oublier, mais tous ceux qui étaient là au début et qui continuent dans tous les cas l'aventure. Merci beaucoup, Hervé. Alors, je me tourne vers nos amis académiques. Et d'abord, Frédéric, donc, vous nous avez fait confiance dès le démarrage de cette chaire. Vous travaillez en fait depuis longtemps avec Alexandre en réseau. Et comment vous vous êtes intéressé à la chaire et pourquoi avez-vous décidé que l'Université Paris-Dauphine rentrerait dans cette chaire?
Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation, pour l'organisation de cette table ronde. Moi aussi, j'aurais beaucoup aimé être présente. Alors, pour répondre à votre question, Chantal, en fait, les premières discussions que j'ai eues avec Alexandre au sujet de la chaire ont eu lieu après la remise de son prix, enfin au moment de la remise du prix de thèse qui récompensait la meilleure thèse transdisciplinaire sur les questions de développement durable, qui a été remise à Alexandre en 2016 lors du congrès du RIOD. Et donc à ce moment-là, le projet de chaire était déjà d'actualité, il était tout naissant. Voilà. Et donc, avec enthousiasme, il m'expliquait voilà, quels étaient les tenants, les aboutissants de ce projet. Moi, j'ai adhéré tout de suite. Voilà, et j'ai pu assister en fait de loin au début, bien sûr, à toutes les difficultés que sont celles de la création d'une chaire, les soutiens aussi dont il a pu bénéficier. Et finalement, le chemin, même s'il a été sinueux, c'est un chemin qui est riche. On voit aujourd'hui que tout ce qui a été parcouru, hein, c'est quand même vraiment immense. Voilà. Et donc moi, je n'ai pas du tout hésité à m'associer à titre d'abord individuel et puis bien évidemment à solliciter mon institution qui, elle aussi, d'abord sans doute parce que Alexandre a fait sa thèse à l'Université Paris-Dauphine sous la direction de Jacques Richard, qui est lui-même professeur émérite de l'université. Et puis voilà, on a des axes de recherche sur les questions d'économie et société qui rejoignent complètement les projets de la chaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, Franck Vivien, je me tourne vers vous, au titre de l'État, vous nous avez rejoint un peu plus tard dans des circonstances que l'on sait difficiles. Alors, qu'est-ce que vous avez entrevu quand vous avez pris connaissance de la chaire? Est-ce que ça vous a permis d'imaginer de nouvelles façons de travailler en réseau? Au fond, est-ce que pour vous, c'est une nouvelle façon d'avoir des nouvelles voies de coopération scientifique, et cette façon de travailler au sein de cette chaire partenariale? Oui, effectivement, condition tragique. Quand je suis élu pour Martin Lélu, qui a été celui qui a porté aussi la chaire sur les fondations au sein du cas, je pense qu'il fait fier aujourd'hui je n'ai pas parcouru. C'est moi effectivement qui m'ai succédé brutalement, mais assez vite, ça m'a semblé tout à fait naturel parce que j'avais déjà un compagnonnage intellectuel avec Carole, par exemple. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Richard par ailleurs dans les thèses, commencé à connaître Alexandre. Enfin, voilà, donc, bon, je suis arrivé effectivement par le jeu des responsabilités institutionnelles, mais la complicité intellectuelle est là tout de suite. Hein, c'est la question de qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte. Et c'est vrai, je pense que la journée d'aujourd'hui, en fait, elle illustre parfaitement l'intérêt de la chaire. C'est une visibilité institutionnelle, d'une part, parce qu'on a besoin aujourd'hui dans le monde faire savoir ce qu'on fait, une éducation. C'est aussi, bien sûr, un lieu de réflexion. Hein. On a vu aussi bien réflexion internationale et constante, réflexion nationale pour effectivement un certain nombre de collègues, hein, des institutions qui travaillent dans ces problématiques-là. Et puis, c'est aussi un droit de formation. Hein, doctorants et post-doctorants ce matin, il y a un concours de thèse, une vision de thèse avec un séminaire de doctorants, et donc ça aussi, c'est un point vraiment important. C'est la intellectuelle. Il faut qu'on travaille ensemble et puis qu'on se structure parce que la pensée, c'est pas simplement des idées comme ça qui se promènent en l'air, mais c'est à travers des institutions finalement que ces idées, elles finissent par faire école, elles construisent les diplômes, ce sont des programmes de recherche, enfin voilà, et donc je trouve que la chaire joue tout à fait ce rôle en fait sur tous ces plans-là. Et à chacun de vous, est-ce que vous pourriez raconter une anecdote ou quelque chose qui vous a particulièrement interpellé, frappé, que vous n'auriez certainement pas vécu dans une enceinte habituelle de partenariat scientifique, qui fait que voilà, c'est un espace de co-construction tel qu'on n'en voit pas souvent. Frédéric, est-ce que vous pourriez nous dire une anecdote que vous avez vécue, quelque chose qui vous a surpris? Alors une anecdote, je dirais pas vraiment, mais plutôt une conjonction de
de moments, d'événements. Voilà, déjà moi, cette possibilité que m'a donnée la chaire de découvrir tout un pan de la recherche comptable sur les questions d'écosystème, de biodiversité. Voilà, cette idée de pouvoir travailler sur 3 niveaux différents. Et finalement, aussi, on s'en rend compte au fur et à mesure, parce que c'est pas toujours voulu. Quand on regarde un petit peu en arrière, on arrive tous à travailler avec avec un maillage assez serré. Vous donniez comme anecdote au début le fait que Hervé et moi avons créé, sommes en train de créer un certificat, on l'a lancé tout récemment, un certificat sur l'information extra-financière en collaboration entre l'Ordre et Dauphine. C'est aussi le fait que, par exemple, il y a des cours encadrement de thèse. Par exemple, Alexandre et moi, il y a des interventions pédagogiques aussi croisées. On est sollicité à notre tour, on va aller solliciter des membres de la chaire. Voilà, donc je dirais que c'est en permanence une coopération qui est parfois plus ou moins formelle, souvent très informelle. On a aussi des partenaires, je pense à Vertigolab, qui ont été sollicités pour accueillir des stagiaires du master DDO de Dauphine en formation continue, Hervé Bégaud aussi via Compta Durable. Voilà, donc on a ce travail continu collectif, on peut parler effectivement de co-construction à des niveaux différents. Et le maillage, il me semble, se fait de plus en plus serré. Et ça, moi, ça me surprend dans le bon sens. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir exercer. J'imaginais plutôt des séminaires réguliers, ce qui se passe, mais je n'imaginais pas qu'on pourrait avoir comme ça des passeurs de connaissances à plusieurs niveaux, passeurs de connaissances, passeurs d'expérience. Et ça, c'est vraiment une très, très riche expérience. Vous pourriez nous dire une bonne raison pour laquelle on peut être optimiste pour notre avenir à tous? Et je vais vous poser la question à chacun, d'ailleurs, comme ça on terminera sur une note optimiste, définitivement. Une bonne raison, c'est qu'on a encore des bonnes raisons d'y croire. Ça me paraît déjà une bonne raison d'y croire. Pas complètement désespéré, quoi. Voilà. Très bien. Hervé, une bonne raison d'être optimiste? Oui, pour abonder en plus totalement dans le sens de ce que vient de dire Frédéric, je ne m'attendais pas à tout ce mouvement, ces alliances qui se sont nouées autour de la chaire, cette dynamique collective. C'est vraiment, voilà, on ne peut qu'être optimiste dans ces conditions. Voilà, il y a un travail qui est quand même bien engagé et je félicite à nouveau tout le travail qui est fait par Harold, Alexandre, tous ceux qui portent la chaire, Chantal, tous, parce que c'est vraiment... je ne pensais pas que c'était ça une chaire, moi qui connais de très loin le monde de la recherche. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas là, voilà, il y a un vivier à la fois de compétences, de collaboration, d'épanouissement, en tout cas pour ma part, que je trouve extrêmement riche et très prometteuse. Merci beaucoup. Je pense que, en fait, personne ne savait ce que serait cette chaire au début. On l'a construite ensemble et c'est de ça qu'on peut être fier, en tout cas. Alors, merci pour cette première partie. Désolée pour les allers-retours, mais voilà, la situation, on s'organise comme on peut. Je propose de venir à Hélène Valade pour me rejoindre, Claude Fromageau et Thomas Binet. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Claude, bonjour Hélène. Prenez place, je vous en prie. Il y a des verres aussi. Bonjour. Voilà. Bien, merci beaucoup d'être là tous les trois. Donc, nous avons ici le point de vue des acteurs économiques de la chaire. Alors, Hélène Valade, vous êtes depuis janvier 2020 directrice du développement environnement du groupe LVMH.
membre fondateur de la chaire Quanta écologique, comme on le sait bien. Alors, j'ai cru comprendre que vous êtes très heureuse d'avoir reçu ce beau partenariat en héritage auquel vous entendez bien donner l'ampleur qu'il mérite. Avant d'entrer dans le groupe LVMH, vous étiez directrice du développement durable chez Suez et vous avez fait du modèle de l'économie circulaire votre spécialité. Vous êtes par ailleurs présidente de l'ORS, l'Observatoire de la RSE, une association d'une centaine de membres qui a mis au cœur de son programme 2021 le sujet de la compta environnementale. Et j'ai cru comprendre aussi que vous vous présentez volontiers comme une militante interne et que vous répétez souvent que la meilleure façon d'avancer dans la transition écologique, c'est de se poser tous les jours la question de l'impact environnemental. Bienvenue dans la chaire. Claude Fromageau, vous êtes agro de cœur et de formation. Rien ne vous passionne plus que votre rôle au sein du groupe Rocher, où vous développez des interfaces de tous ordres. Alors le groupe Rocher, on le sait, hein, il est né dans un village breton. Il se développe selon un modèle qui allie performance et nature avec de nombreuses marques, dont Yves Rocher, bien sûr, mais aussi Petit Bateau et bien d'autres marques. Et Thomas Binet, bonjour. Vous êtes docteur en économie de l'environnement et ingénieur agronome. Spécialisé dans la gestion des ressources naturelles, vous avez travaillé comme analyste à l'OCDE, à l'Institute for European Environmental Policy à Londres. Vous avez été chercheur au Centre d'économie et de gestion des ressources aquatiques de l'Université de Portsmouth avant de créer Vertigolab en 2011. Vous vous intéressez aux moyens innovants de réconcilier nature et économie et vous êtes dirigeant, en plus de tout cela, d'une exploitation agricole en arboriculture biologique, viticulture et céréaliculture. Voilà, donc merci beaucoup. L'idée, c'est peut-être de faire un petit peu le point, vu de point de vue d'acteurs économiques tels que vous, qui représentez des structures de taille très différentes. Et d'abord, Hélène Valade, j'ai envie de vous poser la question. On sait que vous êtes très engagée en matière de RSE et de développement durable. Le respect de l'environnement et de la biodiversité fait partie et de vos engagements et de votre métier. Et pour vous, la chaire, ça représente quoi ? Alors d'abord, un très bel héritage. Merci d'avoir repris la formule, Chantal, parce que, et je rends hommage à Sylvie Bénard, qui a construit, qui a été fondatrice de cette chaire au sein de LVMH avec nous tous. Et c'est très agréable d'arriver dans un groupe et de prendre en charge un sujet pareil. D'autant que, et c'est vraiment la motivation qui m'anime, en effet, je trouve qu'on est en train de vivre un moment où ces préoccupations, et d'ailleurs c'était très intéressant dans la table ronde précédente, sont en train de devenir mainstream et sont portées, y compris par les habitants, les citoyens, les gens, par le social. Et de ce point de vue-là, on est en phase avec la demande qui s'exprime à notre égard. Et la chose que j'ai voulu, au fond, donner comme couleur pour ce sujet de la comptabilité environnementale dans le nouveau programme environnement de LVMH, c'est m'inspirer de ce qui est là, comment dire, l'épine dorsale de CARE et du système de la pensée de la comptabilité environnementale, en disant, au fond, le mot d'ordre pour LVMH, c'est de rendre à la nature ce qu'on lui emprunte. Et donc, c'est autour de cette idée, qui s'est traduite évidemment par des objectifs et des actes, que l'on a intégré ce travail sur la comptabilité environnementale. On est d'ailleurs pilote nous-mêmes, j'y reviendrai tout à l'heure, d'un certain nombre de terrains. Très et bien. puis à l'ORS, et vous le savez, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous accompagnent. On a organisé un groupe de travail qui d'ailleurs rassemble une centaine d'entreprises autour de la comptabilité écologique, et vous êtes tous intervenus pour expliciter les méthodes, y compris Frédéric Dejean. Donc merci beaucoup, parce que je pense que c'est notre rôle de grands groupes et d'associations que de permettre cette sensibilisation au-delà de nos cercles et de nos cercles de recherche. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, peut-être Thomas, vous êtes engagé dans la durée, alors pas dès le début, c'était assez récent votre entrée dans la chaire, mais vous vous êtes engagé auprès d'acteurs très différents de vous. Qu'est-ce que vous en attendez de cette chaire ? Merci Chantal, et puis je suis très heureux d'être ici. En vrai, en effet, on est des petits nouveaux, je sais pas, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on fait partie de la chaire, et c'est la première fois que je rencontre en vrai certains de mes partenaires. Donc, j'ai sauté dans le train depuis Bordeaux et je suis venu pour l'événement, et je suis très content d'être là.
Oui, j'ai des motivations, bien entendu, différentes de grandes entreprises, puisque nous, Vertigo Lab, on est un petit bureau d'études spécialisé sur la mesure d'impact socio-économique et environnemental, et on travaille au jour le jour à mesurer en fait ce qui est difficile à mesurer parfois. Et en fait, la motivation pour rejoindre cette chaire, c'est que je crois aujourd'hui que la comptabilité est un moyen double de à la fois faire atterrir un certain nombre des mesures qu'on réalise et aussi de mettre en musique. Je peux peut-être l'expliciter un petit peu plus, c'est-à-dire que moi j'ai fait ma thèse il y a maintenant quelques années sur les services écosystémiques, et puis j'ai cherché à travailler, convaincre, argumenter, plaidoyer, etc. Et puis on se rendait compte que nos mesures, nos indicateurs restaient un petit peu en l'air comme ça. Et je pense que la comptabilité, c'est un des moyens de harnessing, comme on dit en anglais, quoi, de harnacher ces moyens, ces indicateurs dans quelque chose de tangible, de concret, qui parle à des entreprises, qui parle aussi à des institutions. Et ce qui m'a particulièrement, moi en tout cas, ce qui m'intéresse particulièrement dans la chaire, c'est justement ces passerelles entre la comptabilité nationale, territoriale et les systèmes de comptabilité plutôt publics, et l'articulation avec la comptabilité CARE, qui offre en fait un tunnel de communication assez inédit, je trouve, entre le monde de la finance, de l'entreprise et le monde des institutions publiques. Donc, moi, c'est parti. Enfin, je suis convaincu de ça et j'y trouve vraiment ce que j'y suis venu chercher. Et ça fait écho en fait à quelque chose que m'avait dit Laurent Mermet il y a quand même quand c'était en 2006. Je t'en parlais. J'étais un étudiant bené qui attendait d'aller à l'apéro pas loin dans le couloir d'à côté il y a quelques années donc, et qui me disait en fait vraiment mise tout sur la comptabilité. Je parlais de services écosystémiques de capital naturel, il me disait mise tout sur la comptabilité, celle des entreprises et celle de la comptabilité nationale, parce que c'est là qu'est à mon avis l'avenir d'une forme de prise en compte de la biodiversité. Et je crois qu'il avait raison. Belle histoire. Alors, merci beaucoup. Claude, alors vous avez été interpellé par le modèle CARE, je crois, ça veut dire beaucoup pour le groupe Rocher. Vous vous êtes approprié tout ce que l'on peut développer aujourd'hui et vous êtes parmi, si je peux dire pour le groupe Rocher, les petits derniers de la chaire, puisque vous êtes rentré tout récemment dans cette aventure. Qu'est-ce que le groupe Rocher entend faire de toute cette production et la façon dont ça peut être mis en route dans vos pratiques opérationnelles? En fait, on est né d'un bricolage territorial. L'entreprise est née en goupillant, au sens lévi-straussien du terme, c'est-à-dire pour moi noble, la combinaison entre économie et biodiversité. On a beaucoup bricolé. Et on est arrivé à un stade où la navette a pu être possible, comme le métier à tisser, entre ce qu'on bricolait et, par exemple, les travaux qu'avec Auré, il y a deux présidentes d'Auré qui sont là. Avec Auré, sous l'impulsion de Jacques Weber, de Jacques aussi Richard, il y a eu une capacité d'aller plus loin et de s'envoler. Je ne sais pas si on a beaucoup volé, mais en tout cas partir vers des nouvelles destinations depuis déjà quelques années. C'était déjà fondamental. Et puis, ça nous a permis d'aller au niveau international, voir comment à la CBD de l'ONU se passait un certain nombre de choses sur les questions de rapport entre économie et biodiversité, mais aussi de voir que le modèle anglo-saxon, assez très très bon en lobbying, commençait à être très influent. Avec CARE aujourd'hui en France, je peux témoigner moi du fait que c'est pour moi absolument fondamental qu'on imagine ensemble des modèles alternatifs à ces modèles qui fondent la nature, qui donnent un coup à la nature. Avec CARE, on est sur des modèles qui sont extrêmement intéressants, qui vont vraiment nous permettre de bouger au fond des nouvelles économies écologiques, si on peut parler comme ça. Et je pense que si on regardait bien ce qui se passe avec ces biodiversités, avec la CARE, avec ce que font différents acteurs, je pense qu'on a un laboratoire global qui est unique, qui pourrait nous donner la possibilité, soit aux académiques, soit aux politiques, soit aux entreprises, d'être très novateurs sur la place mondiale de cette transformation qu'on appelle tous de nos voeux. Il ne va pas être possible pour nous, si je reviens en tant qu'acteur économique, il ne va pas être possible de continuer à vendre des produits cosmétiques, textiles ou autres, de la même manière qu'on a fait autrefois, parce que, et ça a été dit juste avant,
les consommateurs dans le monde entier, c'était dans les échos hier, je crois, les consommateurs dans le monde entier, de toute façon, vont attendre dans le mix produit, dans le mix de ce qu'on vend, quelque chose qui porte plus que le produit, qui soit né d'un acteur et d'un good value, d'un goodwill différent. Donc, en fait, on est tous aujourd'hui à la veille de transformation et je préférerais qu'on puisse les accompagner ensemble dans cette destination-là plutôt que de subir des virevoltes et des tumultes. Donc, bricolage, et le bricolage, en fait, c'est vachement bien parce que ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, avec la navette du fuseau, donc, ça fait des très beaux dessins. Magnifique image, merci beaucoup Claude. Alors, pour continuer sur ces belles images, voilà, nous sommes en effet à mi-chemin de 2 ans et demi. Il nous reste encore pour poursuivre le partenariat. Est-ce que vous pouvez nous dire, pareil que tout à l'heure, l'un et l'autre, les uns et les autres, quels événements, quels résultats, quelles rencontres vous ont le plus frappé? Même pour les derniers arrivés, je pense qu'il se passe des choses dans cette chaire qui sont particulièrement productives. Est-ce que vous pourriez me donner quelques anecdotes? Par exemple, Hélène, pour commencer. Alors, l'anecdote qui m'a le plus frappée, c'est que grâce aux travaux de la chaire, grâce d'ailleurs à des efforts aussi de pédagogie de ces concepts, c'est-à-dire de l'explicitation de ces concepts dans le vocabulaire de nos interlocuteurs, ça a permis en interne d'attirer l'attention d'un public interne qui est super nécessaire, à savoir les directeurs financiers. Et donc, au moment où on a lancé le terrain dont je parlais rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire une des maisons qui composent LVMH qui s'appelle Veuve Clicquot, où on a, avec une thésarde, commencé un travail pour, au fond, évaluer le capital sol et voir comment on peut l'intégrer dans une... je parle pas assez fort, dans une comptabilité qui la prenne en compte. On a pour cela, évidemment, invité un certain nombre d'interlocuteurs, dont la finance. Et ça a été, alors je dirais pas une révélation, ça serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, ça a permis vraiment de les embarquer et de leur faire voir au fond que la performance globale de l'entreprise, ça s'exprimait avec des métriques qui certes n'étaient pas aussi robustes que les métriques financières classiques, mais qu'il y avait un chemin, en tout cas des méthodes, pour aller vers un rapprochement, voire une fusion de l'ensemble, de manière à créer cette comptabilité environnementale. Et ça m'a beaucoup frappé que d'être en capacité de construire ce dialogue et d'être capable, au fond, de faire se rencontrer des mondes vivants, c'est-à-dire celui de la finance et celui de l'environnement qui existe ainsi dans les entreprises, sur ce langage qui peut devenir un langage commun. Voilà. Et donc ça, moi, c'est ça qui me fait avancer, c'est cette rencontre-là qui va permettre de réaliser ce qu'on veut. Formidable, c'est vraiment très révélateur en effet de l'ambition de cette chaire. Alors Claude, de côté groupe Rocher, qu'est-ce qu'on peut dire comme anecdote particulière? Je rebondis sur ce que dit Hélène. Et je rebondis aussi sur ce que disait Jacques Weber, qui était un passe-frontière, un anthropologue économiste passe-frontière. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a, et Guylaine est là, de la finance, il y a eu aussi une révélation dans le monde de la finance chez nous. Et aujourd'hui, on voit que la chaire Quai, pour moi, représente cette conjonction des différentes parties prenantes, qu'elles soient académiques, privées, consultantes ou agricoles. Et qu'en fait, je pense que c'est les conditions même de la génération des fulgurances qui vont nous permettre de bouger l'objet dans la bonne direction. Donc, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, de toute façon, avec le monde bancaire, assurantiel, international, avec la taxonomie, tout ce que vous voulez, c'est qu'on voit que toutes les grandes masses sont en train de bouger et donc la finance et la gestion aussi vont être absolument au cœur de la réelle transformation de l'activité. Donc, c'est vraiment cette espèce de révélation qui est en train d'arriver sur les différents corps des métiers des entreprises qui est tout à fait stupéfiante et qui est quand même généré par votre savoir-faire pédagogique, comme tu disais, vous disiez, je ne sais plus, et autres. Donc, voilà, c'est ça qui est très unique et encore une fois, très français. Quand on y arrive, c'est assez génial. C'est assez rare, mais c'est très génial. C'est rare, mais non, on en fait la démonstration. C'est vrai qu'on est parti sur un angle RSE dans les premières discussions partenariales qu'on a pu avoir et on en arrive à discuter avec vos directions financières. Et là, c'est vraiment le plein succès qu'on devait obtenir. Thomas, qu'est-ce que vous diriez? Je ne peux pas ajouter grand-chose. J'ai vraiment rien de mieux à dire. Vraiment, je partage ça. Et en tout cas, de mon côté et pour mes équipes,
je retiens vraiment les aspects pédagogiques et sensibilisation qui permettent de cheminer à la fois sur le cadre conceptuel, théorique et sur un certain bagage académique qui manque à certains et dont tout le monde peut bénéficier. Et ça, je trouve que c'est ça aussi qui est important, puisqu'on est en fait, j'ai l'impression en tout cas en train d'explorer un nouveau champ, tout en le défrichant, le balisant en même temps comme un nouveau GR en fait. Donc moi je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. J'ai hâte de voir la suite et ces 2 ans et demi à venir avec de grosses attentes. Bon, donc un grand optimisme aussi. Les GR vont bientôt devenir des autoroutes, c'est ça? Formidable. Je sais pas si la métaphore. Et si on avait donc un petit symptôme pour dire qu'on est optimiste, en effet, c'est quoi le petit truc qui se passe en ce moment pour chacun de vous qui fait que vous êtes super optimiste? Moi, j'en ai 2. Alors d'abord, ça m'étonne pas. Julien Coléou, qui était mon prof, et donc je trouve que la question de la transmission, la transmission est absolument fondamentale, et je trouve que cette maison est capable, avec Dauphine, de faire une transmission, et ça, c'est formidable. La deuxième chose, c'est je suis stupéfait par le Covid. En fait, le Covid est totalement mis en boîte dans une dimension santé, vaccin, médical. Or, en fait, le Covid est un magnifique, on va le voir d'ici quelques temps, une stimulation incroyable, si on prend le côté positif, pour nous révéler que la biodiversité est vivante, comme dit Pierre-Henri Bouillon avec cette bicyclette, et qu'aujourd'hui, elle est en train de nous dire cette relation entre biodiversité, humain et économie, et que si on le prend de ce côté-là, ce signe qui est donné est un signe qui va nous permettre fondamentalement de faire bouger nos économies, nos business et nos modèles d'affaires. Donc, en fait, je pense qu'on a quelque chose là dans le lien entre biodiversité, économie et nos sociétés humaines qui est super fort, qui n'est pas encore, parce que c'est comme les signes, c'est jamais vu par les médias, etc., mais qui va nous permettre de faire des vraies mutations dans les choses. Voilà. Merci beaucoup et merci pour la première anecdote qui me touche, vu que nous étions dans la même promo et que Coléo était notre Alors, une note d'optimisme pour l'un pour l'autre? Ah ben, oui, 2 aussi. Je vais pas en dire moins. Non, mais je file la métaphore de Claude parce que je pense qu'en effet, on est en train de vivre un moment qui est un peu la fin de l'anthropocène. C'est-à-dire qu'enfin, et probablement grâce au Covid, on se rend compte qu'il y a bien 2 mondes, celui de la nature qui est vivant et celui de l'humain, et que l'un ne doit pas dominer l'autre. Et à partir de là, je pense que si ça s'ancre vraiment dans les esprits, alors, en effet, tous les espoirs sont permis. Et puis alignement des planètes, parce que tous les travaux sur la taxonomie, là aussi, acclimatent, si je puis dire, à une façon de penser et de compter quand même un peu différente. Et dernière chose qui me touche moi personnellement, c'est la capacité incarnée par cette chaire de casser les silos entre public et privé. Et ça, moi, ça fait des années que je plaide et que je d'ailleurs mets en œuvre tout un tas de choses pour rapprocher ces 2 univers en cassant les stéréotypes qui les habitent et l'un et l'autre pour aller de l'avant. Parce que si on n'unit pas les forces de 2 entités qui sont quand même complètement différentes en termes d'expérimentation, de valeur et d'apport, on n'y arrivera pas. À peine. Bon. Et là, donc, du coup, cette chaire, je la vois aussi comme ça, c'est-à-dire cette capacité à rapprocher des mondes que par ailleurs et que certains veulent absolument opposer. Donc, voilà. Super. Thomas, dernière note d'optimisme. Décidément, je devrais parler en premier parce que moi, je trouve, en tout cas, en termes d'optimisme, je suis avec attention l'actualité internationale et je trouve que c'est un peu business as usual positif, c'est-à-dire on va avoir la nouvelle CBD, en tout cas ça avance sur la scène internationale. Moi je trouve que vraiment ce qui me remplit d'aise, c'est les nouvelles directives européennes, donc la taxonomie et le cortège de la CSRD, tous les directives sur le reporting extra-financier qui viennent, je parlais tout à l'heure de harnessing, faire atterrir, aujourd'hui, c'est ma priorité, c'est mon objectif tous les jours. Et voilà, pour moi, c'est un signe d'optimisme. L'IPBES qui travaille sur le climat et la biodiversité, toutes les publications récentes font état, de cette prise en compte du capital naturel d'un niveau international jusqu'à un niveau européen. Reste à voir maintenant, et je pense qu'il y a encore des enjeux forts, c'est quelle sera sa traduction dans la loi française. Comment est-ce qu'on va pouvoir se saisir
de ces opportunités, ou en tout cas de ces contraintes, et en faire des opportunités. Comment, moi, ce qui m'interroge, c'est aujourd'hui comment dépasser un peu, je dirais, la bien-pensance des tribunes, et pour faire vraiment action concrète et essayer d'aller plus loin sur cette prise en compte du capital naturel, en parlant à Bercy, en parlant, voilà, c'est ça, pour moi, les défis à venir, mais je suis relativement optimiste là-dessus. Ça a l'air. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas, c'était très intéressant, et puis le fait est optimiste et rendez-vous. Alors, on va poursuivre avec le dernier morceau de table ronde. Alors, j'invite maintenant Eric Trommer, Marc Abadi, et puis je propose à Hervé de revenir en visio. Merci beaucoup, bienvenue à cette table ronde et merci d'être là. Alors, Marc Abadi, vous êtes président de CDC Biodiversité, vous avez été inspecteur général de l'administration, vous avez eu des hautes fonctions dans des ministères, au sein d'une agence de l'eau, dans des collectivités locales. Vous avez été directeur général de la Ligue française de l'enseignement, PDG de Saint-Gobain Développement, et vous êtes également professeur associé à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Éric Trommer, vous êtes adjoint au chef du bureau de la biodiversité et des ressources du commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique. Et Hervé Belgo, je ne vous présente plus, sauf à dire que dans cette partie de table ronde, vous êtes là au titre du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Alors peut-être dans un premier temps, pour dire le point de vue des institutions que vous représentez, ministère et Conseil supérieur, on mettra peut-être CDC Biodiversité à part, on met toujours CDC Biodiversité un peu à part dans les tables rondes, parce que vous avez un rôle très particulier. Alors, peut-être au titre du ministère, Éric Trommer, vous avez rejoint la chaire alors qu'elle était déjà démarrée. Est-ce que vous pouvez dire l'ambition, les attentes en arrivant dans ce partenariat très atypique? Oui, alors je dirais qu'il y a deux. Donc déjà, bonjour à tous et à tous, c'est un plaisir d'être ici. Je dirais qu'on vient à deux titres. D'ailleurs, on est deux services du ministère à cofinancer la chaire, donc le service de l'économie verte et solidaire, auquel j'appartiens, qui pilote le programme EFES. Donc l'EFES, c'est l'évaluation française des écosystèmes et services écosystémiques. C'est un programme initié en 2012 qui a vocation à éclairer les valeurs associées à la biodiversité et aux services écosystémiques, que ce soit des valeurs instrumentales, des valeurs patrimoniales, etc. Donc, à les éclairer pour mieux les intégrer dans la décision publique et privée. Et à ce titre, la comptabilité, c'est un outil de choix pour intégrer les valeurs associées à la biodiversité dans la décision. Et la deuxième raison, donc le deuxième cofinanceur côté ministère de la chaire, c'est le service des données et études statistiques, qui est un peu l'organe statistique du ministère, qui lui suit les discussions, les négociations du SEA. Donc on a vu tout à l'heure avec notamment les présentations de Clément Surin. Et donc dans ce cadre, on souhaite creuser un peu les questions liées à la comptabilité nationale, notamment la notion de coût écologique non payé, notion qui avait déjà été développée dans une publication du CGDD écrite par André Vanoli. Donc voilà un peu les deux axes de travail que l'on suit plus particulièrement, et de manière générale, voilà, ce qu'on attend de la chaire aussi, c'est de nourrir à la fois le débat scientifique et le débat public, ce qu'elle fait très bien. Merci beaucoup. Alors Hervé, côté Conseil supérieur, on l'a dit tout à l'heure, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables prend la place du Conseil régional. Qu'est-ce que ça veut dire pour la chaire, cette évolution? Pour brancher, oui. Je ne sais pas si Hervé vous entend, parce qu'il est dans les transports, je vais me permettre de répondre pour lui, si ça vous embête pas. Bonjour. Merci. Je aussi nous entend, mais ce que ça veut dire, c'est que… Oui, Chantal. Ah, Hervé est revenu. Oui, je suis désolé, voilà, mon timing était un peu serré, donc je vais demander à Jean-François Coutin, qui est dans la salle, qui est élu à l'Ordre de Paris, de me remplacer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir intervenir plus longtemps parce que je suis déjà en route. Pour nous, en tant que professionnels, devenu une priorité, d'être capable de considérer que la comptabilité environnementale
sera demain une partie de la comptabilité de toute entreprise. On voit bien le mouvement des grandes entreprises vers les petites. Notre objectif, c'est d'accompagner la chaire et l'aider à ce que cette partie grande entreprise puisse s'étendre à l'ensemble des entreprises et à sensibiliser les professionnels sur le territoire et leurs clients à ce mouvement dont tout le monde n'est pas encore conscient. Voilà ce que je pense qu'Hervé. Merci beaucoup. Alors Hervé étant revenu, est-ce qu'on peut imaginer quels sont de tous ces travaux en cours, quelles sont les pistes qui vous permettent de produire de nouvelles façons de compter demain pour les organisations? Alors, je m'excuse par avance, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, Hervé. Juste. Oui, alors, je vais faire vite. Pardon. Oui, non, mais de toute façon, nous on va. C'est vraiment d'abord au nom du Conseil supérieur, on est ravis de rejoindre l'aventure de la chaire. Voilà, je vous transmets ce mot de mon président. Par ailleurs, nous, la façon dont on va l'aborder, hein, c'est clairement le chantier de la normalisation, parce que notre profession, les experts comptables, peuvent difficilement s'engager sur ce sujet-là sans l'axe normalisation. Donc, c'est ce chantier-là qu'on va désormais lancer, et la chaire va nous aider considérablement, notamment avec 2 doctorants qui vont, je ne sais pas si c'est déjà officialisé, mais en tout cas, on travaille sur l'entrée de 2 doctorants qui seront associés au Conseil supérieur et à la chaire pour lancer très concrètement ce chantier de normalisation. C'est uniquement par ce biais-là qu'on pourra réellement entraîner tous les experts comptables, les confrères, et on est 20 000. Donc le chantier sera long, mais passionnant. Formidable, une belle ambition. Merci beaucoup, Hervé. Et alors, je me retourne vers vous, Eric, au niveau de l'État. Qu'est-ce que l'on peut dire justement de ces pistes qui se dégagent? Nous, on suit avec intérêt notamment les développements relatifs au projet Maya qui a été présenté tout à l'heure, ou alors l'ESGAP en Nouvelle-Calédonie. Voilà 2 exemples qui nous ont particulièrement intéressés, mais voilà, l'ensemble des travaux de la chaire, on suit l'ensemble de ces travaux avec intérêt. Merci beaucoup à vous deux. Alors, Marc Abadie, je me tourne vers vous. La CDC Biodiversité est partenaire historique de la chaire. Vous y avez cru dès le début. Quelle était votre intuition? Et puis, selon vous, quelle est la façon dont la chaire peut contribuer à la mission de la CDC Biodiversité? Je crois qu'un des rôles du groupe Caisse des dépôts, ça a été dit par Hélène tout à l'heure, vu son positionnement, c'est d'essayer de faire que les acteurs publics et les acteurs privés, le monde de la recherche, se parlent, travaillent ensemble. Et je pense que ça fait partie des choses qui vont de soi dans un pays où ça ne va pas forcément de soi sur tous les sujets. Donc ça, je pense que c'est le premier élément. Ça tient à la singularité de cette vieille maison qui a le temps devant elle. Puisque pour nous, le court terme, c'est 30 ans. Le vrai long terme commence à 60 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis venu un peu en avant, j'ai entendu le premier intervenant, Paul, je crois. On voulait sortir de ce débat sur la nature n'a pas de prix ou un prix, parce que finalement, quand on ne veut pas qu'elle ait un prix, elle en a un. Je crois que c'est à peu près ce qu'il a dit, je vais traduire, c'est 0. Et que donc, comme souvent, ceux qui ont une vision opposée sont assez contents de se l'opposer et de s'expliquer qu'ils sont opposés. Et le rôle de la Caisse des dépôts et sur la biodiversité, du choix qui a été fait il y a maintenant 12 ans d'avoir une filiale spécialisée à une époque où c'était quand même un peu osé, c'est d'essayer de trouver des solutions, pour trouver des problèmes et d'expliquer qu'on a des problèmes. Et pour nous, ça s'inscrivait dans un chaînage qui est à peu près en train de se réaliser. Il y a tout l'apport, effectivement, sur la comptabilité. Moi, je suis un haut fonctionnaire d'un corps de contrôle, donc je suis très, très content qu'on puisse avoir ça. Deuxièmement, il y a à l'autre bout de la chaîne la taxonomie européenne qui progresse et sur lequel, là aussi, il en a été question dans les exposés. Et puis, il y a d'autres choses qui se mettent en place. La mesure de l'empreinte biodiversité, alors Paul Hopkins n'y croit pas, et en même temps, le Dasgupta qui a été cité à plusieurs reprises en parle. Et en parle de façon positive, y compris de celui que nous, on a mis au point, qui s'appelle le GBS, et que
Hélène a fait dire à son patron, dans un très très bon interview croisé avec la directrice générale de l'UNESCO, sur lequel il faut avancer. Alors, je ne dis pas que le système est parfait, ce n'est pas notre problème, on est très en open source dans cette affaire, mais il faut avancer. Et donc, il faut bâtir un ensemble d'outils qui peuvent communiquer et créer comme ça, effectivement, autour de l'idée que l'économie et la biodiversité ont beaucoup de rapports, des solutions pour qu'on fasse mieux d'économie et plus de biodiversité. Et moi, je pense que ça, c'est un peu le message qu'on essaye, nous, de passer avec ça, qu'il faut maintenant embarquer les acteurs publics. Je l'avais dit à Harold quand il était venu, quand on avait signé. Moi, ce n'est pas par tropisme du haut fonctionnaire bête et méchant, c'est de dire, tant que la comptabilité publique dans un pays comme le nôtre ne saura pas résoudre ce problème-là, on aura du mal à progresser. Donc, avec nos collègues de I4C pour le climat, on est en train de proposer aux collectivités locales des solutions. On va lancer dans 10 jours le GBS appliqué aux politiques publiques territoriales en matière de biodiversité, comme ils l'ont fait pour le climat, et on va essayer d'entraîner l'ensemble. D'autant plus, et je finirai là-dessus, que dans notre pays, je connais peu de gens qui ne viennent pas à une réunion où le groupe Caisse des dépôts et ses filiales proposent de travailler ensemble. Voilà, moi je pense que l'important pour ce qui nous concerne. Et puis, j'anticipe sur votre question, Chantal. L'anecdote, elle tient à l'organisation du groupe Caisse des dépôts, qui est en charge du développement durable dans cette vénérable institution financière qui est la Caisse des dépôts, qui est acteur du CAC 40, qui gère l'épargne des Français, etc. C'est la directrice financière de la Caisse des dépôts qui est chargée de coordonner la politique de développement durable, parce que certains d'entre vous la connaissent, Virginie Chaperon-Dufeu, et moi j'ai, je dirais avec elle, une relation à la fois historique, etc., qui fait que c'est maintenant devenu, pour la Caisse des dépôts, globalement, au-delà de cette petite filiale sympathique que je préside, un enjeu dans lequel on va peser, avec les moyens de la Caisse des dépôts, sur les politiques publiques, mais aussi, bien entendu, ce que font les entreprises dans lesquelles nous avons des participations. Et dès qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Et puis, on travaille avec vous tous, avec Vertigo Lab, pour essayer de peaufiner un certain nombre de solutions sur l'évaluation des SFN. Enfin, moi, j'ai trouvé aussi dans cette chaire, dans tous les acteurs autour, avec Harold, beaucoup de sujets dans lesquels on peut essayer de pousser. Merci beaucoup. Je pense qu'on va rester sur ces notes d'optimisme qui nous font du bien à tous, je pense. On peut retenir avec certitude de tout ce qui s'est dit de cette journée que le monde change. Et puis là, c'est plus une anecdote. Il y a des preuves, il y a des outils, il y a des expertises qui sortent. Il y a demain des formations qui vont permettre d'avoir les talents de la prochaine génération qui vont bien pour mettre tout ça en application. Et puis la philosophie qui va avec, Aurélien disait au début que c'est une véritable philosophie de tout ça. Je pense qu'il y a réellement quelque chose qui change dans l'organisation de notre société autour de toutes ces questions-là. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour conclure cette belle journée. Je vous remercie beaucoup d'être venus tous les partenaires. Merci pour votre participation, même si elle était un petit peu hachée. Et pour conclure cette belle journée, j'invite Sylvie Bénard, qui a joué un rôle si particulier dans le démarrage de cette chaire, qui est ici en tant que dame à la licorne. Et puis aussi et surtout, j'en suis très fière, présidente de la Fondation AgroParisTech. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont derrière l'écran. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. D'abord, un plaisir humain, très personnel. C'est de revoir des visages que je n'ai pas vus depuis 14 mois. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de vous voir, de voir vos yeux, de voir vos réactions. L'écran, c'est très bien, mais se voir en vrai, le ping-pong intellectuel, il n'y a rien de tel. Et parmi les grandes choses que le Covid nous a appris, c'est que Homo sapiens, c'est un animal social. Ça, c'est sûr et certain. Deuxième grand plaisir, c'est de voir que quand une idée est là, elle explose. Quelquefois, elle met du temps à exploser. Beaucoup l'ont dit, les conversations, elles ont commencé il y a plus de 10 ans avec Jacques Weber, avec Jacques Richard, Guylaine et moi-même, alors présidente de Auré, nous avons lancé un groupe de travail sur les questions de la biodiversité avec Jacques Weber, et au fur et à mesure du temps, il est devenu absolument évident qu'il fallait aller beaucoup plus loin sur la question de la comptabilité écologique. Donc, je m'en suis ouvert à Chantal, à Gilles Tristram, qui est toujours d'ailleurs
le directeur de l'agro, et que l'idée de créer cette chaire est venue. Puis nous vous avons rencontré, Alexandre, Harold, et tout ça est devenu une évidence. Ça a été quand même assez long. Des gens hors agro se disaient mais qu'est-ce que l'agro a à faire avec ce sujet-là? Maintenant, il n'y a même plus de sujet, hein, c'est absolument évident. Et Hélène, bravo pour la suite. Et je te rejoins complètement. C'est que quand j'ai été voir le directeur financier de LVMH à l'époque pour lui dire ben voilà, nous lançons cette chaire et il faudrait que LVMH en soit, il m'a dit mais bien entendu, c'est évident qu'il faut faire comme ça. Sylvie, vous avez besoin de combien? C'est quand même assez peu courant qu'un directeur financier réponde comme ça à ce type de sollicitation. Donc, ce plaisir-là, il est encore évident. Plaisir de voir la qualité des travaux, la qualité des présentations qui ont été faites ce matin, des discours qui ont été présentés cet après-midi. Non seulement ça montre que le sujet avance, ça montre qu'il y a du concret, mais ça montre, et ça montre, ça a été dit en filigrane, un peu plus qu'en filigrane par certains, on est face à un enjeu géostratégique. On est face à une vision du monde et il va falloir qu'on la défende tout ensemble. Et ça, ce plaisir de vous voir aujourd'hui, de voir évidemment des Français, mais pas que des Français qui défendent cette vision de l'intérêt général, cette vision de la préservation du patrimoine, et en particulier du patrimoine terre, c'est un plaisir de voir tout cela devenir concret. Chantal l'a dit rapidement, pourquoi la Fondation? La Fondation AgroParisTech, depuis 2012, a pour objectif d'aider l'ensemble de la communauté AgroParisTech. Et quand je dis l'ensemble, c'est les étudiants, c'est les doctorants, c'est les professeurs, c'est les personnels administratifs, c'est les alumni, et de les aider à mettre en pratique des idées, des projets, de rendre un certain nombre de choses possibles, de 3 manières différentes, par l'apprentissage. Donc, c'est permettre à tous d'apprendre, hein, et en particulier à des élèves qui sont dans des situations un petit peu personnelles difficiles, de s'engager, hein, pour que chacun de ces acteurs puisse s'engager de manière solidaire, de manière citoyenne. Et enfin, c'est entreprendre, hein, comme son nom l'indique, c'est d'avoir la force, le courage d'entreprendre. Et ça va se faire sous forme de dons, ça va se faire sous forme de réponse à l'appel à projet, mais là, je parle évidemment de manière financière, mais ça va se faire aussi sous forme d'aide intellectuelle, de mécénat, de compétences. Et vous êtes absolument tous ceux qui font partie de cette grande communauté. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez une idée, que vous pensez qu'elle a un vrai intérêt pour la société et que vous avez besoin d'aide pour la commencer, venez rejoindre la Fondation, on trouvera une manière ou une autre de vous aider. Dernière chose, c'est le plaisir aussi, en particulier pour cette dernière table ronde, de voir à quel point tous les acteurs de cette chaire partagent cette vision dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, ça a été absolument évident. Donc, je vais quand même vous citer. Donc, merci à Frédéric Dejean, à Franck-Dominique Vivien, à Hervé, bien entendu, à Marc Abadie, à Hélène, à Thomas Binet, à Claude. Claude, avec qui on parle de ce sujet-là depuis quoi, 10 ans à peu près, au moins. Éric Trommer, d'avoir participé à la table ronde. Et je voudrais aussi vraiment remercier, alors ils ne sont plus là, mais nos partenaires étrangers. Enfin, j'ai absolument bu du petit lait, parce que j'imagine que vous aussi. Et j'espère qu'on aura très vite et l'enregistrement et les documents, parce que ça me fera trop plaisir de relire tout ça. Donc, pour finir, ces travaux sont absolument essentiels. Hein. Je redis, ils sont porteurs d'une vision du monde, ils sont porteurs de l'intérêt général versus l'intérêt des parties prenantes, ils sont porteurs de long terme, ils sont porteurs de protection du patrimoine versus la protection et l'intérêt des flux. Tout ça, c'est des choses qui vont modifier le monde. Et si on n'est pas tous ensemble, membres de la chaire,
gens qui nous accompagnent, toutes les personnes qui nous accompagnent, et j'espère que bien d'autres nous rejoindront, le monde va avoir un problème. Donc, bravo à la chaire, bravo à tous, et à très vite pour la suite de nos aventures. Le chemin ne fait que commencer, enfin même s'il y a plus de 20 ans, hein, largement, c'est encore un chemin en construction. Quelqu'un a dit qu'il finira en autoroute, et je ne souhaite que ça. Finissons en autoroute. Merci à tous. Ah, j'oubliais, il y a vraiment quelqu'un qu'il faut remercier, hein, c'est Aurélien, parce qu'Aurélien, il est très discret, hein, mais alors, il est absolument extraordinaire. Je savais qu'il avait beaucoup de qualités, mais alors là, arriver à gérer les problèmes techniques, là, bravo. Merci Aurélien, merci beaucoup. Merci encore à tous les intervenants d'être intervenus. Et merci à tous les participants. Merci Sarah Sauveur aussi pour toute la gestion du Zoom et aux équipes AgroParisTech et voilà, tout le monde, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Et voilà, à très bientôt.